Avant de démarrer votre épisode du Bouillon, on tient juste à vous dire que, d'autres contenus arrivent très prochainement. Restez connectés sur les réseaux sociaux et les journaux, quant à eux, reprendront en 2025. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, l'émission musicale du média TAC. Aujourd'hui, on propose de découvrir Opaline, artiste-interprète en langue française qui a sorti au mois de juin son premier EP, Cœur à vif. Opaline, c'est un univers onirique, poétique, qui traite de nombreuses thématiques authentiques. On a eu l'occasion de l'interviewer au sein du Zigzag Café, un endroit où elle a pu faire sa release party. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Comme ça, mais ça changera. Et ça changera. Et ça changera. Et ça changera. Moi, c'est Opaline. Je suis auteure, compositrice, interprète et musicienne. Là, je viens de sortir du coup un EP de pop française alternative. Mais jusqu'ici, j'ai un petit peu voyagé entre différents univers et j'ai surtout fait de l'indie folk avant. Mais j'aime bien définir un petit peu mon univers comme assez onirique et poétique. Tu parlais justement de ton univers. Et pour recontextualiser, expliquer un peu pour les auditeurs et auditrices par quel chemin du coup tu es passé avant d'arriver du coup à là où on en est aujourd'hui, on est en juillet 2024, l'EP Cœur à vif est sorti il y a un mois, et avant du coup tout ce cheminement artistique, il faut savoir du coup que tu as commencé plusieurs instruments, tu as commencé le chant aussi, mais ça a commencé il me semble dès l'enfance, si je me trompe pas, pour avoir écouté d'autres interviews, le piano puis la guitare. Où est née cette volonté de justement commencer la musique, par quoi ça a démarré? Est-ce qu'il y a eu un événement, un artiste qui du coup t'a donné envie de t'y plonger, vouloir approfondir aussi cette passion? Du coup, comme tu l'as dit, j'ai commencé le piano quand j'avais 8 ans. Et c'est venu de l'envie vraiment très simple d'avoir envie d'écrire des chansons. J'avais 8 ans et j'avais déjà envie de faire de la musique, même si je me l'avouais pas forcément à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé le piano. Du coup, j'ai pris mes premiers cours de solfège, mais j'ai pas été une élève très assidue, donc j'ai pas continué pendant très très longtemps. Et c'est venu, du coup, ça s'est arrêté assez vite. J'en ai fait pendant à peu près 3 ans, et c'est à l'adolescence du coup que j'ai commencé la guitare, que j'ai commencé un peu par hasard, parce qu'on va dire que j'avais un peu délaissé la musique pendant cette période-là. Je chantais un petit peu sur des karaokés dans ma chambre, mais ça s'arrêtait là. Et c'est vraiment la guitare, du coup, qui m'a permis de composer mes premières chansons et de créer un petit peu, le début de cet univers, même si il s'est développé au fil du temps. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est avec la guitare que j'ai pu commencer à écrire mes premières chansons. C'était une envie d'écrire surtout, parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture. Et même si je faisais pas de musique, déjà toute jeune, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires et je voulais être écrivain quand j'étais plus petite. Donc il y a toujours eu cette envie d'écrire et d'utiliser les mots et un petit peu de jouer avec eux, que ce soit du coup en anglais plus tard, mais quand j'étais plus jeune, c'était quand même le français. Et finalement, pour revenir en français, en étant plus âgée à l'heure d'aujourd'hui. Si on peut revenir aussi sur ce travail du chant, de la voix, t'expliquais également du coup que t'as jamais pris de cours de chant de ta vie, voilà, ça a jamais été travaillé. Et pourtant, du coup, il y a une patte, il y a quelque chose en fait qu'on reconnaît en fait dans ta voix quand on écoute tes morceaux. Comment ça s'est développé? Est-ce que tu penses que t'as eu des influences au cours justement de ton adolescence, de la manière dont tu t'es construite en tant qu'artiste et où tu as développé aussi cet attrait pour le chant, pour les instruments? Est-ce que du coup il y a eu des éléments en fait qui ont pu être constitutifs dans ta manière de chanter, de poser, de travailler ta voix comme tu le fais actuellement? Du coup, à l'adolescence, je chantais beaucoup en anglais. Jusqu'à très récemment, je chantais toujours beaucoup en anglais. Donc j'avais surtout des influences anglophones. Et je sais que ma voix a beaucoup changé de l'adolescence à maintenant, mais pas tant dans la prise de maturité, mais plus dans la gestion de ma voix et de ce que je fais avec. Et peut-être que j'ai passé trop d'années à essayer de la moduler pour ressembler à d'autres voix que la mienne, en fait, tout simplement. Et je sais que quand j'étais plus jeune, du coup, à l'adolescence, j'étais très inspirée par
Julia Stone de Angus and Julia Stone. Et justement, j'avais pas mal de remarques comme quoi ma voix ressemblait un petit peu. J'ai beaucoup été inspirée par Amy Winehouse. C'était vraiment des artistes avec des voix très très marquées, très reconnaissables. Et du coup, je me suis beaucoup inspirée de ça pendant très longtemps. Et puis, il a fallu quand même un petit peu de temps et quelques années pour que j'apprenne à juste utiliser ma voix telle qu'elle est, sans forcément, voilà ce que je disais, la moduler pour qu'elle ressemble à une autre et que ça soit juste ma voix et que je l'utilise telle qu'elle est. Et surtout, j'ai un peu redécouvert aussi ma voix en chantant en français, parce que c'est forcément quelque chose de beaucoup plus naturel. Et il y a un côté plus parlé qu'avec l'anglais, forcément. Et du coup, c'est vraiment l'apprentissage de savoir utiliser sa voix telle qu'elle est, et de surtout trouver une manière de se sentir à l'aise. Et c'est vrai que j'ai jamais pris de cours de chant. Et j'ai pris mon premier cours de chant il y a quelques semaines parce que j'ai envie de me professionnaliser et j'ai envie justement de pouvoir apprendre à l'utiliser correctement. Parce que même si j'ai quand même un peu d'expérience entre guillemets, ça reste une expérience très limitée en termes techniques et je me prétends pas du tout avoir une grande voix. C'est pas du tout le but non plus de mes chansons. Ça a jamais été la performance vocale, on va dire. Et voilà, mais du coup, j'ai 23 ans et je prends mon premier cours de chant et je suis très contente justement de pouvoir apprendre à gérer tout ça et un petit peu plus apprivoiser cet organe. C'est très intéressant ce que tu dis vis-à-vis du fait de changer un peu du tout au tout quand on passe de l'anglais au français. Tu disais tout à l'heure, du coup, le fait que t'as l'impression de plus parler. Est-ce que ça a aussi influé la manière dont tu écris aussi tes morceaux? Tu t'expliquais un peu plus tôt que t'avais aussi ce fait de toujours avoir un peu écrit, que ce soit ton enfance jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a changé quelque chose aussi dans la manière de rédiger aussi tes morceaux? Complètement. Enfin, ça a complètement changé ma manière d'écrire parce que la langue anglaise n'est pas du tout construite de la même manière que la langue française. Et justement, pendant longtemps, moi, ça a été un gros blocage d'écrire des chansons en français et où je n'arrivais pas du tout à passer le cap parce que déjà, il y a ce truc-là de on se sent plus à l'aise de raconter certaines choses en anglais qu'en français. Et en plus parce que j'avais toujours l'impression que c'était moins bien écrit en français, que ça sonnait plus bête, plus trop simple. Et en fait, c'est juste parce que c'est ma langue maternelle, quoi. Donc c'est juste logique, je la parle quotidiennement. Donc c'est un peu bête de passer à côté de ça. Et justement, ça m'a permis de beaucoup plus développer mon écriture et de l'affiner et de jouer plus avec les mots parce que moi l'anglais j'ai appris à parler anglais en écrivant en anglais et en écoutant des chansons en anglais et forcément que je suis moins à l'aise en anglais qu'en français même si je le comprends bien et que je me débrouille bien pour le parler. Et c'est vrai que écrire en français ça a vraiment été une manière de redécouvrir mon écriture et surtout de pouvoir plus jouer avec les mots et c'est devenu un truc hyper stimulant aussi de pouvoir jouer avec les mots et de plus s'amuser à écrire. Au-delà de juste raconter des histoires, ça permet aussi d'affiner et surtout d'avoir une certaine technique, je pense, au niveau de l'écriture et c'est intéressant. Toujours sur ce rapport entre langue anglaise, langue française, cette manière d'écrire, c'est intéressant parce qu'il y a quelques temps déjà, on avait reçu Amandine. D'ailleurs, ça fait un petit teasing pour ceux et celles qui veulent aller voir l'interview. Mais Amandine, par exemple, dans le bouillon qu'on avait fait avec elle, elle décrivait le fait que chanter en français, c'était aussi une manière de se mettre plus à nu. Parce que c'est normal, en fait, le fait d'avoir des chansons qui sont également, je dis entre guillemets, plus compréhensibles pour un plus large auditoire, ça fait que on prend plus le risque aussi de montrer plus ses émotions. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est également quelque chose que tu as ressenti lorsque tu es passé de l'anglais au français? Complètement. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Amandine. Justement, moi, c'était encore plus un blocage au niveau de l'écriture en français parce que j'ai toujours écrit en anglais, même étant plus jeune. Il y avait aussi une partie de moi qui écrivait en anglais pour pas que mes parents comprennent ce que j'écris. Et je pense que j'ai toujours gardé un peu ça en grandissant, de pas forcément vouloir dire les choses clairement. Et même si je les disais très clairement en anglais, je me sentais pas du tout capable de dire les mêmes choses en français. Et c'est vrai que ça permet beaucoup plus de se mettre à nu. Et en même temps, je trouve que c'est justement beaucoup plus puissant de dire ces choses-là en français plutôt qu'en anglais.
et où ça, comme ce que je te disais avant, ça m'a permis vraiment de redécouvrir une manière d'écrire et de me livrer surtout aux gens qui m'écoutent. Et c'est vrai que c'est un travail hyper amusant aussi du coup d'écrire en français. Et c'est aussi un petit peu prendre un risque de se livrer et de dire les choses dans sa propre langue en sachant que du coup tout le monde comprend forcément ce que tu dis, quoi. Et donc pour revenir à ce fait du coup de se livrer plus, c'est aussi une composante qui est importante dans ta musique. C'est vrai qu'on n'a pas encore touché du doigt en fait ce que c'est l'identité d'Opaline dans son écriture, dans son ADN, dans son univers, mais ce qui revient essentiellement, c'est le fait que à travers ta musique, tu essaies de livrer des émotions, que ce soit du coup sur des expériences passées, sur des choses qui t'ont marqué. T'essayes toujours en fait de livrer des émotions les plus authentiques possibles. Comment se déroule ton processus d'écriture? Comment est-ce que du coup tu imagines tes chansons? Et par exemple, comment s'est fait la rédaction de ton dernier EP, Cœur à vif? Mon processus d'écriture a beaucoup changé quand je suis passée de l'anglais au français. Ça m'a permis d'être beaucoup plus authentique, comme tu disais, et beaucoup plus honnête. Parce que moi, je suis tout le temps un petit peu en train d'écrire. Enfin, j'ai souvent des petites notes dans mon téléphone. Et c'est des trucs qui m'aident maintenant à écrire mes chansons. Parce que j'avais pas forcément de réflexion en anglais avant que je notais dans mon téléphone, alors que les réflexions en français, c'est plus naturel. Donc, j'ai pas vraiment de processus très clair et défini. C'est vrai que là, cette EP, je l'ai écrit au piano entièrement au départ. Toutes les chansons ont été écrites au piano, alors que toutes mes anciennes chansons ont toujours été écrites à la guitare. Et c'est vrai que le piano, ça me paraît beaucoup plus naturel quand j'écris en français, étonnamment. Mais oui, c'est vrai que je vois quand même l'écriture comme un truc très cathartique, et je l'utilise forcément pour exprimer ce que je ressens. Et même si c'est des choses qui se sont passées il y a parfois plusieurs années, ça me permet quand même de m'en libérer et d'enlever un poids. Mais je pense que c'est surtout que j'ai envie de partager ça, parce que je sais que les gens peuvent se reconnaître dedans. Et justement, dans mon EP, j'aborde plein de thèmes qui sont quand même assez variés, entre guillemets. Je parle du temps qui passe, je parle de santé mentale, d'amour, que ce soit positif ou plutôt toxique. Et j'avais envie de parler de tous ces sujets-là parce que c'est des sujets qui me touchent, et c'est des sujets qui peuvent toucher, je pense, à peu près n'importe qui, parce qu'on est tous humains, quoi. Cet EP, il est vraiment né de l'envie de mettre un peu mon cœur sur la table et d'être le plus honnête possible. Et c'est justement ça fait justement partie du titre du premier single que j'ai sorti de l'EP, qui s'appelle Une fille honnête, et qui résume très bien en vrai tout l'EP globalement. Tu parles aussi d'expériences qui peuvent aussi marquer d'autres personnes, c'est ce que tu décrivais, et en l'occurrence il y a un morceau qui s'appelle Faudrait peut-être, que tu avais déjà rédigé, que tu as valorisé aussi sur les réseaux sociaux en Reels, qui parle d'une relation toxique. Comment est-ce que on arrive à mettre en écriture et à mettre en chanson quelque chose qui est aussi dur à vivre et dans lesquels les gens peuvent s'identifier? Ça, par exemple, on peut le voir quand on regarde les commentaires du Reels, des gens qui te remercient d'avoir parlé de cette situation. Comment est-ce que, en tant qu'artiste, on peut se positionner et surtout arriver à rédiger quelque chose qui puisse autant parler à d'autres personnes? C'est vrai que cette chanson, je l'ai écrite en étant très en colère, je pense, parce que j'ai vu dans un article qu'on me disait que j'étais très incisive dans mon texte malgré ma voix plutôt douce. Et c'est vrai que j'avais envie de parler de sujet qui est quand même assez difficile, parce que du coup la chanson parle de chantage au suicide dans une relation, et surtout de chantage affectif. Et c'est quelque chose du coup qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, puisque je l'ai vécu dans une relation passée. Et j'en avais jamais parlé avant en chanson, parce que c'était très compliqué de trouver les mots et de justement pas forcément. Je pense qu'il faut pas dédramatiser la situation, mais malgré tout dans la chanson, c'est vrai que les paroles contrastent beaucoup avec l'air qui est quand même un peu joyeux entre guillemets, et ça contraste un petit peu avec les paroles qui sont quand même très dures si on ne lit que le texte et si on n'écoute pas la chanson. Et je pense que j'avais besoin vraiment de me libérer d'un poids pour le coup en écrivant cette chanson. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quand même plusieurs années, dont j'avais jamais parlé en chanson, et où vraiment là c'était une manière de m'en libérer et de me dire une fois pour toutes je vais le mettre en chanson. Et je pensais même pas sortir cette chanson parce que je la trouvais très dure dans ses paroles, et je pensais vraiment pas qu'un jour je la sortirais. Et au final je regrette pas du tout, parce que j'ai beaucoup de retours très positifs dessus,
Et surtout, comme tu disais, plein de gens qui m'ont dit ça fait du bien de voir ce genre de sujet aussi abordé en chanson. Et c'est un moyen aussi du coup pour moi de me libérer un peu de cette expérience passée un petit peu traumatisante. Pour revenir du coup sur les autres morceaux de l'EP, on a par exemple l'Atlantique. Et l'Atlantique, il est assez particulier dans le sens où c'est un morceau qui a été énormément valorisé, notamment du fait qu'il s'est retrouvé en playlist Spotify il a été valorisé du coup sur plusieurs playlists chansons francophones. Et je pense que en tant qu'artiste, c'est assez important aussi du coup d'arriver à être playlisté, notamment du coup sur la plateforme de streaming. Et ça a aussi était l'un des morceaux les plus streamés. Il me semble qu'on est à 50 000 streams, ce qui est quand même assez énorme du coup sur la plateforme d'écoute, notamment pour des artistes émergents. Comment est-ce que du coup on vit aussi ce fait du coup en tant qu'artiste de vendre ce type de morceaux pour arriver à pouvoir gagner en notoriété, et comment on se sent aussi quand du coup on a cette forme de valorisation, cette forme de reconnaissance qui se fait également via par exemple du coup des playlists éditoriales qui permettent aussi de mettre en lumière des nouveaux artistes. Donc oui, cette chanson, elle s'est retrouvée en playlist éditoriale et c'était vraiment ma plus grande surprise parce que j'aurais jamais pensé pouvoir atteindre les playlists éditoriales Spotify en étant une aussi petite artiste entre guillemets, ou en tout cas une artiste émergente et indépendante surtout. Et ça a vraiment été quand même très gratifiant d'avoir ça parce que j'ai toujours ou presque travaillé seule en tant qu'artiste, même si maintenant je suis plus toute seule à la compo. Globalement on est deux quoi, j'ai pas d'équipe autour de moi qui m'accompagne ou qui m'aide à aller en playlist éditoriale. Donc c'est vrai que c'était une très grande surprise, sachant que c'était pas du tout un titre que j'aimais au départ, et c'est un titre que j'ai écrit il y a 3 ans et que j'ai décidé d'enregistrer parce que ma maman me disait qu'elle aimait beaucoup ce titre et qu'elle aimerait bien que j'en fasse quelque chose. Et donc je lui ai donné sa chance et l'enregistrer en studio m'a fait l'aimer beaucoup plus et a fait que je l'ai beaucoup apprécié, et c'est l'un des titres que j'aime le plus chanter sur scène parce que les gens la chantent avec moi et c'est toujours un plaisir. Mais c'est très gratifiant de pouvoir être un peu valorisé, de pouvoir être mis en avant, et pour le coup c'était très inattendu, et je pense que encore aujourd'hui, j'en reviens toujours pas. Vraiment, c'était une super belle surprise, et ça m'a permis aussi de gagner quand même vraiment pas mal d'auditeurs et d'avoir des gens qui m'écoutent et qui me suivent en vrai, et qui me découvrent et qui restent quand même après et qui n'écoutent pas juste une seule chanson. Donc ça fait vraiment super plaisir, et c'est cool de voir que les plateformes comme Spotify valorisent quand même les petits artistes aussi, et que c'est pas que des gros noms de l'industrie ou que des gens qui sont quand même bien entourés, et ça fait plaisir en tant qu'artiste indépendant émergent. Il faudra me le dire si je t'ennuie, si je t'épuise. Je crierai que je t'aime jusqu'au fin fond de l'Atlantique. Ba-da-da-dam, jusqu'au fin fond de l'Atlantique. Ba-da-da-dam, et jusqu'à ce que l'amour s'ensuive. Ok, donc pour résumer, Opaline, ça serait une des paroles incisives dans une voix douce. C'est ce que tu as décrit, c'est ce qu'on a déjà écrit sur toi. Il y a aussi du coup toute une part vraiment de personnel, d'émotion du coup qui se retrouve dans ton écriture. Tu parlais juste avant du fait d'interpréter les morceaux sur scène. Et ce qui est intéressant, c'est que avant du coup de venir avec ces premiers EP que tu as pu lancer sur les plateformes, et surtout que Ravive du coup qui t'a permis aussi de gagner une certaine notoriété, notamment avec l'Atlantique dont on parlait tout à l'heure, du coup tu as fait de la scène ouverte. T'en as fait du coup à pas mal d'endroits, notamment de Sherlock Holmes. Il me semble que t'as fait pas mal de scènes là-bas. Comment ça se passe quand on est jeune artiste et qu'on souhaite du coup se faire connaître via cette scène ouverte? Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'attraper un public
quand justement, du coup, on se retrouve dans une salle où il y a plein de gens qui viennent écouter de la musique, mais où il faut arriver à défendre aussi son identité? C'est grave une très bonne question parce que c'est pas du tout facile de faire des scènes ouvertes et j'ai même plutôt tendance à dire que c'est assez ingrat, les scènes ouvertes, même si j'en ai fait pendant plusieurs années et que j'ai adoré le faire et que ça a été une très bonne période de ma vie. Mais les scènes ouvertes, je pense que c'est pas toujours le mieux pour se faire connaître. Par contre, ça permet de rencontrer des gens et ça permet de passer des bons moments. Le public de scène ouverte, après ça dépend dans quelle scène ouverte on va, mais si je prends par exemple le Sherlock Holmes, la scène ouverte se passe vraiment au milieu du bar, donc il y a des gens qui sont là pour juste boire un verre entre potes et qui ont pas forcément envie de t'écouter, donc ça peut être un peu dur et ça peut faire mal à l'ego si on n'y est pas préparé. Mais je pense que ce qui est quand même le plus important en scène ouverte, moi c'est ce que en tout cas j'ai plutôt valorisé, c'était surtout de faire des reprises au départ, parce que c'est comme ça qu'on peut attraper un public qui nous connaît pas et qui est peut-être même pas là pour écouter de la musique au départ. Et c'est justement en faisant des reprises qu'on peut permettre aux gens de chanter avec nous, de créer un lien un petit peu avec le public. Et c'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir commencé par les scènes ouvertes parce que c'est ce qui m'a permis justement d'être à l'aise sur scène et de pouvoir aller chercher le public et leur demander de chanter avec moi et créer un lien et que je sois pas juste seule en face d'eux mais qu'on fasse un petit peu une sorte de communion, quoi. Et les scènes ouvertes, c'est vraiment un très bon tremplin, mais je pense qu'il faut pas y aller en se disant qu'on va t'acclamer, que tu vas être écouté forcément, parce que c'est pas le cas. Et moi j'ai passé des très bons moments, mais il y a aussi eu des moments où les gens m'ont pas écouté et où ça a pu me faire du mal et où j'ai pu être un petit peu énervée. Mais au final, c'est des très bonnes expériences et je pense que ça forge énormément un artiste. Même si on prend par exemple le stand-up, même si ça n'a rien à voir, il y a beaucoup de gens qui passent par ça, par les comedy clubs, et je pense que c'est un petit peu le même processus de s'affirmer devant un public qui au départ avait peut-être pas envie de t'écouter forcément et qui à la fin est peut-être un petit peu séduit. Si on continue le cheminement dans ton évolution en tant qu'artiste, parmi les événements marquants et les scènes du coup que tu as pu effectuer, il y a une scène quand même qui du coup a son importance, c'est celle du tremplin des Deux Rives que tu as pu du coup effectuer jusqu'à la finale. Et du coup le tremplin des Deux Rives, c'est quand même, pour contextualiser pour les auditeurs et les auditrices qui le connaissent pas forcément, c'est un tremplin de valorisation des artistes émergents sur Bordeaux. Comment ça s'est passé pour toi de ces premières phases de sélection jusqu'aux phases finales, et qu'est-ce que tu en es ressorti justement de cette expérience? Alors pour moi, le tremplin des Deux Rives, c'était vraiment une super expérience et je regrette pas du tout de l'avoir faite. Et surtout, je m'attendais pas du tout à être retenue dès la première phase. Ça avait été une assez grande surprise pour moi quand j'avais reçu le mail d'admission. Et ça a vraiment été une super expérience, je l'ai très très bien vécu, même si je manque un peu de confiance en moi et que c'est vrai que la finale, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, genre tout le monde est hyper talentueux, est-ce que j'ai vraiment ma place ici, parce que il y a toujours un problème de légitimité, je pense, quand on est artiste et on se sent pas forcément toujours à sa place. Mais c'était vraiment un honneur d'être entouré par des gens aussi talentueux et ça m'a permis de rencontrer des gens sur la scène bordelaise, parce que malgré tout, je connaissais pas tant de monde que ça sur Bordeaux, ou en tout cas des gens qui font de la musique, vu que moi je suis pas originaire de Bordeaux au départ. Et ça a été vraiment une super expérience. Ça m'a vraiment permis de plus aussi affirmer, je pense, mon projet, parce que quand j'ai fait le tremplin, j'étais encore un petit peu en phase de transition entre l'anglais et le français. Donc il y avait pas d'univers qui était très défini encore jusque-là, et ça m'a permis justement de rentrer peut-être dans une autre phase, et c'est là que le projet un peu de l'EP a émergé aussi de mon côté. Donc c'était une très bonne opportunité, je l'ai très très bien vécu, c'était un très très beau moment, surtout la finale à la Rock School Barbet, c'était vraiment une super soirée et je suis très très contente d'avoir pu faire partie de ce tremplin. Tu parlais du fait de affirmer du coup ton identité, ton projet devant un public, et du coup que ce soit le tremplin des Deux Rives ou la release party justement de Cœur à Huche qui s'est déroulée ici, parce que pour contextualiser également, peut-être que les gens n'ont pas l'image quand on fait l'interview, mais en fait on se trouve au Zigzag Café, du coup qui est un bar à Bordeaux, et c'est à cet endroit que t'as fait ta release party du coup pour ton EP. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les premières fois, que ce soit pour le tremplin des Deux Rives ou pour cette release party, que les gens sont venus pour tes morceaux plutôt que pour des reprises que tu aurais pu faire par exemple sur du coup des scènes ouvertes. Est-ce que tu sens un changement de public, de réception, d'attention de la part de tes spectateurs, spectatrices, entre du coup ces deux facettes de la performance scénique que tu as déjà pu accomplir, et comment justement on se positionne en tant qu'artiste quand on vient plus défendre des reprises mais son propre projet,
auprès du coup d'un public qui du coup te connaît déjà forcément. C'est vrai que c'est très différent et pour le coup, quand j'ai fait mes premières scènes en dehors des scènes ouvertes, je me suis rendu compte que c'était hyper agréable d'avoir des gens qui nous écoutent vraiment et genre de pas avoir un brouhaha constant autour de soi. Et c'est tellement gratifiant de voir des gens qui viennent pour te voir toi et qui connaissent tes chansons, qui les chantent avec toi. C'est vraiment encore plus gratifiant parce que même si c'était déjà très très agréable de faire des reprises et d'avoir les gens qui chantaient avec moi, quand c'est tes propres textes que les gens chantent, c'est forcément différent et forcément très touchant. Et franchement, je suis hyper contente de cette release party. C'était assez en petit comité, mais c'était quand même vraiment hyper agréable parce que tous les gens qui étaient là pour partager un bon moment, que ce soit parce qu'ils connaissaient peut-être les premières parties ou qu'ils venaient me voir moi. Mais dans tous les cas, c'était une soirée hyper bienveillante et franchement, c'était trop cool. J'ai plein d'amis qui sont venus et plein d'autres personnes que je connaissais pas et qui étaient venues quand même pour me voir. Et c'est vraiment hyper gratifiant, ce genre de moment. Et ça change des scènes ouvertes qui peuvent être un peu ingrates, comme je l'ai dit avant. Est-ce que tu as un morceau que tu préfères jouer sur scène ? En soi, il y a 2 morceaux que je préfère jouer sur scène, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Et il y en a une qui n'est pas sortie, en fait, et qui ne fait pas partie de l'EP, mais qui au départ devait en faire partie, et finalement n'est pas sortie parce que j'ai pas réussi à en faire quelque chose qui me plaisait. Mais pour autant, sur scène, c'est un des morceaux que je préfère le faire. C'est un morceau que j'avais écrit en guitare-voix au départ, qui s'appelle Un peu plus près de moi. C'est un morceau qui me permet vraiment de justement créer cette communion avec les gens, parce que le texte est très facile à retenir, le refrain est très entêtant, donc les gens chantent avec moi de manière assez naturelle et c'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup faire et avec lequel je m'amuse beaucoup. Je sais que mon musicien du coup Adrien qui m'accompagne et qui m'a aussi aidé à la compo de l'EP aime beaucoup ce morceau et c'est celui qui nous fait un peu le plus kiffer sur scène. Et après dans un autre registre, je pense que c'est Ça changera, qui est un morceau pour le coup qui est assez triste mais qui me fait à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal et que j'aime vraiment beaucoup chanter sur scène et qui est très cathartique, comme je disais. Vraiment, cette chanson c'est un peu un exutoire, donc j'aime toujours beaucoup la faire sur scène et pour le coup je sais que je contrôle pas trop ce que je vais faire sur scène quand je le chante, parce que je bouge beaucoup les bras quand je chante et je fais pas forcément attention à quoi je ressemble, mais c'est un truc qui me transcende vraiment beaucoup et j'aime beaucoup ce morceau. C'est probablement mon préféré de l'EP et j'aime beaucoup le faire sur scène aussi. Cœur à vif est sorti il y a un mois, le 14 juin. Alors on enregistre en tout cas cette émission. Quelles seraient du coup les prochaines étapes du coup de l'aventure d'Opaline ? Est-ce qu'il y a déjà d'autres EP qui se profilent, des dates peut-être déjà également vues ? Voilà, quels seraient les prochains grands moments du coup de ton aventure en tant qu'artiste ? Alors là, les prochaines étapes, c'est pas encore très bien défini, même si je suis déjà en train de travailler sur d'autres morceaux parce que je peux pas vivre sans faire de la musique, donc même si le projet vient de sortir, je suis déjà en train de travailler un peu sur la suite. Et pour l'instant, je suis toujours sur le français, je me concentre un peu sur ça pour le moment parce que j'y ai pris goût en fait. Et même si au départ c'était un petit peu un challenge que je m'étais lancé à moi-même, au final j'aime beaucoup écrire en français et je continue un peu là-dessus à travailler sur des morceaux et j'essaye de sortir un peu plus de ma zone de confort et tenter peut-être d'autres registres aussi, d'autres styles. Et au niveau des dates, normalement je fais partie de la tournée de la Rock School Barbet, du coup qui fait plusieurs dates en Nouvelle-Aquitaine, qui se passe en octobre. Donc j'ai très hâte de faire ces dates et de découvrir aussi les autres artistes qui ont été sélectionnés pour partir en tournée. Donc ouais, globalement c'est ça pour l'instant la suite pour moi. J'avais une toute dernière question. Faut savoir que du coup dans le bouillon, des fois il y a des artistes également, des artistes émergents qui nous écoutent. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà reçu un conseil qui t'a permis d'avancer et qui te semble pertinent du coup à diffuser du coup à d'autres personnes qui souhaitent se lancer dans la création artistique et dans la musique plus spécifiquement ? Je pense que j'ai jamais reçu forcément de conseils qui m'a marqué. Mais je pense que moi, si je peux en donner un, ou peut-être en donner un à la moi du passé, c'est de pas forcément s'enfermer dans un style, de pas se mettre soi-même dans une case, parce que les gens aiment bien mettre les artistes dans des cases. Pour moi, ça va à l'opposé du concept d'artiste. Et ouais, si je pouvais donner un conseil, c'est de pas s'auto-enfermer dans une case et pas hésiter à tenter des nouvelles choses en vrai et même de s'essayer à des styles peut-être qui nous vont pas forcément, mais je pense qu'il faut passer par là. Et si parfois il faut changer de registre ou changer de langue ou changer de direction artistique, je pense qu'il faut le faire et qu'il faut pas hésiter à sortir de ses principes entre guillemets et
des petites cases dans lesquelles on se met sans même le vouloir des fois quand on est un jeune artiste. Et surtout, je sais que c'est assez normal quand on est un jeune artiste de s'inspirer, parce que c'est comme ça qu'on crée sa propre image. Il faut passer par là, mais il faut aussi prendre le temps de s'écouter soi et de créer justement ce qui fait de nous un artiste. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. On vous rappelle que le EP d'Opaline Cœur à Vif est disponible sur toutes les plateformes. Merci encore au Zigzag Café et découvrez toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet, lejournaltac.com. Le bouillon